Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du rôle de l'entraîneur et du manager dans le MMA. Donc c'est la première vidéo, dans celle-ci on va se concentrer sur l'entraîneur. Alors pour bien vous présenter tout ça, je vais faire une similitude avec un autre domaine. Ce domaine, ça va être le cinéma. Donc dans le cinéma, il faut savoir qu'il y a deux personnes. Vous allez avoir d'un côté le réalisateur qui va réaliser un film, il va transformer un scénario en œuvre, et le producteur qui est chargé du volet commercial et artistique du film. Donc, le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va réaliser l'œuvre, il va gérer les équipes, il va gérer les autres films, organiser les tournages à l'étranger, respecter les budgets et les plannings et collaborer avec le producteur. Le rôle du producteur, lui, c'est de trouver le scénario, gérer les budgets et le financier, les défendre auprès des investisseurs, donc trouver les investisseurs, collecter les fonds, gérer le planning global, aider au recrutement et l'ensemble du personnel, et surtout gérer le marketing du film. Et donc pourquoi je vous fais cette analogie? Parce qu'en fait, entre le cinéma et le MMA, on peut faire un gros parallélisme sur le rôle du réalisateur qui ressemble très fortement au rôle de l'entraîneur et au producteur dont le rôle ressemble terriblement à celui du manager. Et donc on va se baser sur ce qu'on a vu avant pour redéfinir les missions de l'entraîneur. Donc il a à sa charge première la réalisation du ou des combattants. Il est généralement sous contrat avec une salle ou un club, ou alors il en est propriétaire. Il a obligatoirement des diplômes, donc ça varie suivant qu'il soit bénévole ou payé. Et s'il est payé, il est censé avoir une carte pro. Donc là, si on fait le parallélisme avec la mission du réalisateur, donc ces missions, ça va être quoi? C'est réaliser l'œuvre, ça va être le développement du combattant. Gérer les équipes et les plannings, ça va être gérer les autres intervenants comme les coachs mentaux par exemple. Gérer les autres films, ça va être les autres combattants. Organiser les tournages à l'étranger, ça va être préparer les camps si nécessaire pour partir par exemple en Thaïlande ou au Brésil. Respecter les budgets, pas besoin de traduction. Collaborer avec le producteur, ça va être collaborer avec le manager. Et enfin, gérer le combat. Donc on va commencer par le premier point, c'est le développement du combattant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on entend par le développement du combattant? Donc ça va être le développement technique et stratégique du combattant. Donc il va enseigner et perfectionner le combattant sur les trois phases qui sont le distance, le corps à corps et le sol. Donc normalement, un bon entraîneur, il se fait accompagner par d'autres entraîneurs spécialisés, donc ça va être des ceintures noires par exemple en JJB ou en lutte livrée, et d'autres professeurs diplômés. Le développement physique, ça va être quoi? Ça va être veiller à ce que le combattant soit au pic de sa forme le jour du combat, donc en endurance, force, rapidité ou explosivité. Et là, pour faire du développement physique, il peut se faire accompagner par d'autres entraîneurs spécialisés tels que les préparateurs physiques. On va avoir ensuite le développement mental. Donc l'entraîneur, il doit veiller à la gestion de la pression, il doit renforcer la confiance et développer la résilience mentale de son combattant. Donc la résilience mentale, c'est quoi? C'est être capable de prendre la pression, de se faire tabasser un peu, d'être capable de remettre et de ne pas abandonner. Donc il y a un vrai travail d'adaptation qui doit être réalisé en fonction de chacun des combattants. Chacun a sa propre personnalité et c'est au coach de s'adapter aux combattants et difficilement l'inverse. Et pour ça, il peut se faire accompagner par d'autres entraîneurs spécialisés tels que les préparateurs mentaux. Ensuite, l'entraîneur, il doit veiller au développement de la santé du combattant, c'est-à-dire il doit veiller à la gestion du poids, à la bonne nutrition, pour éviter les blessures et faciliter la récupération et ainsi rester en forme. Et donc on va aussi avoir dans la santé toute la notion de la gestion du cutting et du poids. Et donc pour ça, il est très important de se faire accompagner par d'autres entraîneurs spécialisés, les nutritionnistes, les diététiciens, les kinés, les ostéos ou les médecins du sport. Ensuite, dans le cadre de sa mission, l'entraîneur il va devoir gérer les équipes et les plannings. Donc le head coach, à ce moment-là, c'est lui qui va gérer un petit peu les interventions de tous les entraîneurs spécialisés, préparateurs physiques, préparateurs mentaux ou staff médical, pour assurer la semaine type du combattant. Ils vont réaliser des bilans entre eux, des points réguliers pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe, comment vous le sentez, est-ce qu'il est en forme. Et ils vont tous travailler ensemble et communiquer pour perfectionner au mieux la préparation du combattant jusqu'au jour de son combat. Idéalement, votre head coach, il vous montre des plannings hebdomadaires avec l'ensemble des intervenants qui s'occupent de vous. Il faut aussi qu'il prépare des game plans et des adaptations du coaching. Donc les game plans, j'ai mis un S en gros, pourquoi? C'est comme en F1, c'est plan A, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'on a l'avantage? Plan B, on prend moyen la sauce, comment on réagit? Plan C, on se fait tabasser, comment tu vas réagir? Il faut avoir plusieurs game plans quand vous partez à la guerre. Vous pouvez pas y aller en disant juste on va le tabasser, ça va bien se passer. Non, il faut avoir plusieurs game plans, c'est obligatoire. Et enfin, l'entraîneur, il va respecter les échéances pour être prêt le jour J, le jour du combat.
Bah, l'entraîneur, si c'est un gros gym, il va aussi devoir gérer les autres. Donc le head coach, ce qu'il fait avec vous, il va devoir le faire aussi avec d'autres combattants. Donc on va avoir plusieurs types de combattants. On va avoir des combattants pros qui vont avoir besoin d'un gros encadrement et on va avoir des combattants loisirs qui viennent pour se faire du bien, se détendre. Et ça, il doit s'en occuper aussi. Et donc ça permet à un entraîneur de se rémunérer et encadrer d'autres personnes que vous. Il peut se faire accompagner par d'autres entraîneurs pour gérer les charges de travail suivant les échéances. Quand vous partez une semaine aux États-Unis pour aller faire un UFC, vous pouvez bien évidemment pas vous occuper des autres. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'être plusieurs dans un gym. Ensuite, il va gérer les camps. Donc un camp, qu'est-ce que c'est? On prend ses valises et on part pendant 6 à 12 semaines faire entraînement intensif. Donc hors de la zone de confort, on part sans sa femme, ses gosses et autres perturbations de la vie quotidienne. Il faut que ce camp il soit réalisé dans la cohérence de la préparation du combat, donc en fonction de comment va être votre adversaire ou sur le travail du point faible ou du point fort. Vous irez faire de la boxe thaï, vous irez faire de la lutte, vous irez au Brésil faire du jujitsu. Donc ça dépend vraiment du besoin et de ce qu'a identifié votre coach. Respecter les budgets, c'est quoi? Respecter les budgets, tout simplement, c'est le manager, il va connaître la bourse du combat. Il y a à peu près 15% de la somme qui part pour les camps, 10% c'est pour l'ensemble du staff et les coachs, 10% pour le matchmaker manager, 5% pour les frais de combat, 20% de taxes, et donc ça, il reste 40% du combattant. Et donc, on va gérer cette bourse pour pas faire des dépassements de budget et rentrer à peu près dans les budgets, en ajoutant à ça aux frais de combat, les sponsors et les autres éléments qui peuvent nous aider. Il va collaborer avec le manager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cette collaboration, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que le manager, il va prendre la semaine sportive du coach, il va la compléter avec tout l'extra sportif. Donc, ça peut être des interviews, télé, radio, des tournages pour des pubs, par exemple. Il va également compléter les budgets avant avec des sponsors s'il en a. Il peut aussi demander au coach de garder le combattant à un certain poids parce qu'il sait qu'il y a des périodes chargées avec énormément de galas sur lesquels on peut prendre des short notices s'il y en a. Et il faut aussi que le manager il veille à des périodes de repos et de vacances parce que c'est un métier qui est dur. On ne peut pas demander aux combattants d'être tout le temps au top, sinon ils craquent à force. L'entraîneur, il peut aussi être créatif, hein, c'est comme au cinéma, on peut aussi prendre des libertés scénaristiques par rapport au scénario original. Donc concrètement, en MMA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple s'accompagner d'un coach en mobilité. Donc c'est ce qu'avait fait McGregor avec Ido Portal, il améliorait la fluidité des mouvements, il optimisait la souplesse et la coordination, ce qui permettait à McGregor de prévenir des blessures et de mieux gérer son équilibre et le timing. Et en fait, c'est ça qui est génial dans ce sport, c'est qu'on a encore énormément de pistes à explorer avec le Functional Range Conditioning, qui est une méthode de maintien de la condition physique. On peut aller voir des pistes de biomécanique et d'explosivité. On peut faire appel à des coachs en respiration pour améliorer sa respiration. On peut faire appel à des neurotrainers comme GSP ou tous les pilotes en F1 qui permettent d'améliorer les réflexes. On peut faire de la pilométrie. On peut améliorer la récupération avec de l'hydrothérapie ou de la cryothérapie. On peut faire appel à des data analysts pour apprendre à mieux se connaître avec toute la data sur nos combats ou mieux apprendre à connaître son adversaire pour mieux le contrer. On peut aussi faire appel à des experts en dopage parce qu'il peut y avoir des molécules ou des produits qui sont autorisés par la WADA et qu'on peut utiliser mais on ne le sait pas forcément. Donc il y a encore énormément de pistes à explorer. Donc soyez créatifs, messieurs les coachs. Et enfin, l'entraîneur, il vous accompagne le jour du combat, donc c'est le et le jour du combat, l'entraîneur, il va vous accompagner, vous préparer, vous échauffer. Être votre camp le jour du combat, c'est vous donner les bonnes instructions tout au long du combat pour vous aider. Il est présent normalement pour vous faciliter les tâches tout au long de l'événement. Et donc, être un coin, c'est quoi? C'est conseiller le combattant, trouver les mots justes et être un soutien. C'est pour ça qu'il faut aussi définir plusieurs stratégies pour être capable de switcher d'une stratégie à l'autre. Il faut comprendre que le combattant, quand il se bat, il perd en lucidité et le coach est là pour l'aider dans cette recherche de lucidité pour être le plus efficace possible. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir plusieurs stratégies travaillées à l'entraînement en place. Maintenant, on va regarder un petit peu l'état du parc des entraîneurs français. Donc on va le faire de façon très succincte. Il va en manquer 1 million, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Donc déjà, qu'est-ce que c'est pour moi un bon entraîneur? Donc déjà, un bon entraîneur, c'est pas un coach isolé. C'est-à-dire que pour moi, un coach isolé, c'est un mauvais coach. C'est-à-dire qu'il y a énormément de coachs qui ont peur de collaborer, c'est-à-dire se faire voler l'athlète ou devoir partager la lumière. Il y a des problèmes d'ego, alors que c'est normal de collaborer dans le MMA parce que le sport est trop complet et c'est très rare d'avoir des coachs qui sont compétents sur les 3 dimensions. Et le deuxième point qui fait pour moi un mauvais coach, c'est un coach qui n'évolue pas, alors que le MMA, c'est un sport vivant qui est en constante évolution.
Et donc j'ai commencé en prendre un coach qui est assez connu, donc Daniel Voirin. Daniel Voirin, donc c'est le plus grand coach français de l'UFC, c'est ce qu'a titré Legend dans l'interview qu'ils ont fait de lui. Alors un petit mot sur Voirin, donc c'est un coach qui est spécialisé en pied-point, il est connu pour la Black House Brésil où il a entraîné Machida, Anderson Silva ou Vitor Belfort. Ensuite il est parti aux États-Unis dans la Team Quest avec Dan Anderson, où il a retrouvé des Français, notamment toute l'équipe de Cyril Diabaté ou Tarek Safedine. Et ensuite il est parti à Los Angeles à la Black House MMA avec Machida, où il a retrouvé là-bas des Français, donc c'était Bagdad et Parisi qui y étaient principalement pour les toughs, et Chaube. Alors déjà, premier point sur lequel je voulais revenir, c'est Voirin, c'est un entraîneur spécialisé pied-point, c'est-à-dire que c'est pas un head coach. Et donc, tout au long de la vidéo, on entend dire qu'il touchait pas assez d'argent, qu'il avait des problèmes de revenus, des choses comme ça. Et ben en fait, c'est un peu normal parce que c'est l'entraîneur, c'est le head coach qui va prendre les 10% et qui va les redispatcher. Et donc c'est pour ça que dans ces années-là où il était à l'expat, il a jamais pris 10% des bourses des combattants. À noter aussi dans cette vidéo, à un moment, il va dire que c'est le seul coach français à avoir eu 3 ceintures UFC. Alors là, on va doser un peu, c'est-à-dire que s'il a 3 ceintures UFC, mais c'est en qualité de coach spécialiste et non en tant que head coach. Donc en France, il faut noter que le seul entraîneur français, c'est Lopez, qui a la ceinture lourde intermédiaire avec Gann en tant que head coach. Et c'est le seul head coach à avoir une ceinture en France. Donc j'ai continué un petit peu de doser ce que Voirin a dit dans cette interview, c'est-à-dire que sur les 3 ceintures qu'il a eues, on voit qu'il le met fièrement sur la page Wikipédia. Par contre, Anderson Silva, sur sa page à lui, eh ben, il va jamais parler de Daniel Voirin dans ses entraîneurs. On va voir qu'en Muay Thai, il va plutôt lister Rafael Cordero, Pedro Rizzo ou Israel Gomez. Et pour rappel, Voirin, quand il est arrivé sur les ceintures d'Anderson Silva, eh ben, c'était au milieu des 10 défenses de titre d'Anderson Silva. Donc est-ce qu'il a eu un vrai impact sur les combats d'Anderson Silva? On peut se poser la question, notamment avec la victoire contre Dan Anderson qui a lieu par une rear naked choke, alors que Daniel Voirin est un entraîneur pied-point. C'est pour ça, moi, je vais un petit peu doser ce que dit Daniel dans cette interview, c'est-à-dire que pour moi, ça reste un coach qui est spécialisé en pied-point, c'est pas un entraîneur principalement head coach, et il a en vrai peu d'expertise au sol et en lutte. Ce qui me dérange aussi dans cette vidéo, c'est qu'à un moment, il dit qu'il a peur des autres coachs qui voient comme des parasites, et il veut être tout seul associé à BSD. Et à un moment, il va dire qu'il se sent obligé d'être agressif pour défendre son territoire. Alors que c'est dommage de voir ça comme ça, il devrait voir ça comme des opportunités pour Benoît, pour progresser. Et lui, il voit ça comme non, le touchez pas, il est à moi. Ce qui me dérange aussi à un moment de l'interview, c'est qu'il va dire que Benoît Saint-Denis, il l'a pris de 0 en 2019. Alors en 2019, Benoît, il sort de 5 ans chez les paras et les commandos, et c'est pas un petit gros qu'on a récupéré au fond d'une salle de sport. Il faut noter qu'il fait de la boxe depuis plus de 2 ans, qu'en 2017, il remporte un tournoi amateur avec 4 victoires, en 2019, il est champion de France Guy et no-Guy en catégorie bleue, et mine de rien, il combat quand même 5 fois en 2019. Donc quand on entend Voirin dire bah, je l'ai pris de 0 et je l'ai amené à la ceinture, non, il n'était pas à 0, Benoît Saint-Denis. Il était déjà à un très bon niveau. Il faut voir que les paralés commandos, c'est des conditions physiques largement supérieures à la moyenne. Ce qui me dérange également, c'est que Voirin, il n'est pas accompagné par un manager. Et donc, il se retrouve à s'entraîner au fond des salles de fitness park et des choses comme ça. Et donc, il n'y a personne qui va s'occuper des médias du sponsoring, mais c'est pas son métier. Et donc, résultat, 70% de l'interview, on entend parler de problèmes de thunes, problèmes de financement. Et en fait, bah, c'est un peu un clochard dans le sens où il n'a pas de salle. Et donc, les mecs qu'il a sous sa tutelle, bah, s'ils s'entraînent pas dans des conditions physiques optimales. Et ça, c'est hyper dommage. Surtout quand on sait qu'ils ont accès au Performance Institute, qui sont des salles extrêmement incroyables, récentes, avec une infra incroyable, et qu'ils n'y vont pas. Et ils restent au fond d'un fitness park à Paris, quoi. Maintenant, un club que j'aimerais bien mettre en avant, c'est l'US Metro Bizo, que je trouve juste incroyable. Donc, ce qui est important pour grandir en MMA, c'est d'avoir des clubs multisalles, et c'est exactement ce qu'a fait l'US Bizo. Ils ont tout compris, ils ont des salles de boxe, de crossfit, de lutte et de MMA. Et l'US Metro, c'est aussi des coachs qui sont incroyables. On a Alamos pour la boxe taille, par exemple. Sur le MMA, on va avoir Lapillus, Ayoub ou Fraché. Et donc ça, c'est des line-up qui sont juste incroyables. Il va y avoir aussi des gens qui sont très peu connus du grand public. Par exemple, Julien Villain. Alors Julien Villain, il faut savoir que c'est le seul Français qui est diplômé des UFC Performance Institute, c'est-à-dire qu'il a fait les circuits de formation là-bas pour être coach en force et conditions physiques. Et donc, bravo à lui, c'est vraiment incroyable d'avoir un Français qui a suivi cette formation et qui est certifié par l'UFC. Et donc, c'est pour ça que l'US Metro, ils ont lancé l'US Metro Academy Projet Elite,
Donc c'est une sélection d'athlètes amateurs pour les faire monter en niveau professionnel. C'est juste incroyable. Donc ceux qui ont l'opportunité, ils ont des liens pour des dossiers de sponsoring. N'hésitez pas et devenez partenaire avec eux. C'est une écurie qui est en train de monter en force sur la place parisienne et qui va exploser dans les prochaines années. On a aussi la team Nicolas Haute. Donc Nicolas Haute, c'est un ancien combattant professionnel, expert en nutrition, en musculation et un très bon stratège. Il maîtrise le MMA moderne et il sait s'entourer, c'est ce qu'on va voir sur la photo avec Lou Bersan ou François. Donc Nicolas Haute, il s'entraîne au Venom Training Camp à Rungis principalement et on voit dans sa team, il a Benoît Saint-Denis et Nassourdir Imavov, qui sont parmi les 2 meilleurs combattants français à l'heure actuelle. Donc bravo à lui, on espère qu'il ira loin et qu'il ira chercher de belles ceintures avec toute son écurie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les rôles et les missions des entraîneurs dans le MMA. Je vous souhaite à tous une très belle journée.